Voilà, bah c'est bien. Bonsoir. La prospective, boule de cristal ou méthode scientifique. J'ai écrit un petit texte pour introduire, en grand ignorant que je suis de la question. Donc, la prédiction est un art difficile, surtout en ce qui concerne l'avenir, disait quelqu'un. Les jours se suivent et se ressemblent ou pas, et demandent souvent les pronostics les mieux crus. Et l'humain, qui déteste l'incertitude, cherche désespérément un oracle auquel se fier. Naguère encore, les astrologues jusqu'à l'Élysée susurraient leurs conseils, et les puissants de toutes les époques ont voulu conjurer le sort, prolonger leur règne, maîtriser l'avenir, avec un total manque de méthode, hein, avouons-le. Nous n'en sommes plus là, espérons, n'est-ce pas ? Nous n'en sommes plus là. Et désormais, on a de bonnes raisons de croire qu'on développe des outils rationnels pour faire de la futurologie. On verra si le terme que j'utilise est adapté ou pas. Donc une chose sérieuse. Étudier les dynamiques de la société, ses évolutions, les crises, les tensions, les pénuries, les paniques, les applications des technologies, ça porte un nom, c'est la prospective. Et c'est dans le titre de l'émission. Tout est parfaitement lié. Et si, comme moi, vous n'y connaissez absolument rien, nous allons tous apprendre beaucoup de choses de mes invités aujourd'hui, donc qui sont Nathalie Bellos, qui enseigne la géopolitique, qui sont Karine Dartigues-Pérou, qui est prospectiviste, donc ça existe, le mot existe, et Apolline Théandier, qui est doctorante en sciences politiques également, mais qui connaît bien le thème de la prospective. Vraiment très très bien, ou pas trop, oui. En tout cas, beaucoup mieux que moi. Et donc, la prospective, moi, ma question 1, c'est avant de rentrer dedans, on va vous présenter pour qu'on comprenne quelles sont vos disciplines, quels sont vos parcours et pourquoi est-ce que ce mot a du sens et pourquoi est-ce que vous êtes pertinente pour nous en parler. On peut commencer par qui vous voulez. J'y vais ? Allez. Madame Bellos. Ah, donc en fait, moi, j'enseigne ici la question de la géopolitique, et forcément, dans la question de la géopolitique, et on est au Festival de géopolitique ici, la question de la prospective, elle est quand même à un moment liée. C'est-à-dire que la géopolitique, certes, c'est une discipline qui vient de la géographie, mais qui est intrinsèquement multidisciplinaire et qui cherche à comprendre les phénomènes actuels complexes. Et pourquoi chercher actuellement à comprendre ces phénomènes complexes ? C'est bien pour essayer de comprendre aussi les différents scénarios possibles qui peuvent se passer dans le fameux futur, d'où la question de la prospective. Donc voilà pourquoi ce qu'on essaye aussi pour nos étudiants ici, d'enseigner non seulement ce qu'est la géopolitique, mais essayer de leur donner les bases, parce qu'il faut rester modeste, et il y a beaucoup d'autres matières qui sont enseignées ici aussi, d'essayer de donner les bases de construction éventuellement de scénarios. Donc on aura l'occasion d'en discuter, puisqu'il faut des méthodes pour ça, et je pense qu'on est tous là pour le dire. Donc voilà au nom de quoi j'interviens aujourd'hui. Bonjour, donc Karine Dartigues-Pérou. Donc moi je suis politologue. Je crois que c'est quelque chose qui nous relie toutes les trois d'ailleurs, puisque je suis docteur en sciences politiques et j'ai fait un post-doctorat en infocom. Et comment je suis arrivée à la prospective ? Tout simplement par la complexité. Parce que en fait, en travaillant, j'ai travaillé beaucoup à l'international dans un premier temps de ma carrière, avant de reprendre des études, de faire ma thèse et mon post-doctorat. Et je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas se satisfaire uniquement de l'idée que le monde est complexe. Et voilà, le monde est complexe, le monde est incertain, le monde est volatile, et donc eh bien, on ne construit pas l'avenir. Donc moi, en fait, je suis venue sur le tard à la prospective, tout simplement parce qu'il me paraissait important de ne pas en rester, de ne pas regarder le train qui passe, mais de monter dans le train et d'agir sur l'avenir. Merci. Gardez le micro. Je me tourne vers Apolline Théandier. Alors vous, qui êtes-vous ? Bonjour. Moi, alors merci de l'avoir souligné tout à l'heure. Donc je suis doctorante en sciences politiques, mais la prospective ne constitue pas mon objet principal de recherche. Mes recherches, elles portent sur le transhumanisme et la manière dont il invoque et construit des visions du futur. Donc évidemment, c'est quand même assez lié avec les questions, un certain nombre de questions que pose la prospective. Donc à la suite d'embryons de définition de la prospective qui ont été donnés, je voudrais souligner qu'une manière de comprendre la prospective, c'est de la comprendre. Donc d'abord, on peut faire une petite parenthèse historique en soulignant que la prospective, en fait, c'est une spécificité française. Enfin, c'est la forme française de la futurologie d'une certaine manière. On l'a inventé ici, alors.
Mais ça, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais en tout cas, plus largement, la prospective comprise comme futurologie, on peut dire que c'est une manière d'investir scientifiquement le futur, d'essayer de rationaliser cette incertitude, de trouver un moyen de rendre connaissable ce qui a priori n'est pas. Et effectivement, je pense que la prospective, intrinsèquement, elle implique aussi des visions du monde et des visions du monde politique. Alors, d'abord, une vision du monde comme un ensemble de systèmes interconnectés, ce qui peut nous sembler très évident aujourd'hui, mais dans les années 60, c'est un peu le début de ce paradigme-là. Et aussi, donc, une vision du monde global. D'accord. Donc je pense que les questions de géopolitique sont vraiment. On reparlera de transhumanisme à la fin, parce que ça rejoint un peu les choses. Mais moi, du coup, je vous entends, c'est intéressant. Qu'est-ce qui vous distingue des astrologues ? Je suis extrêmement violent dans ma question, mais les gens qui nous regardent peut-être découvrent le mot prospective, découvrent le mot futurologie. Ça peut paraître bizarre comme mot futurologie. Donc il y a une méthode. Donc on a évoqué que ça date des années 60, peut-être un petit peu avant. De quand remonte l'idée qu'on va investiguer de manière rationnelle et scientifique l'avenir ? Et comment on a commencé ? Ça a commencé où ? Avec quelle méthode ? Alors, qui prend la question, la parole ? Oui, alors je vais peut-être dire que la prospective, en effet, elle est née, ça a été d'ailleurs l'objet de ma thèse, née quasiment au même moment, plutôt, disons, fin de la Seconde Guerre mondiale, donc Seconde Guerre mondiale, et elle s'est développée, c'est ça qui est intéressant, au même moment sur 3 continents, au Japon, en Europe, à commencer par la France et aux États-Unis, avec des impacts, avec des approches culturelles très différentes. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir, parce qu'aujourd'hui, on est encore porté par ces origines culturelles de la prospective, notamment aux États-Unis, puisque la prospective est née avec la RAND, qui existe toujours, la RAND Corporation, qui est un des plus grands organismes à l'heure actuelle dans le monde, plus de 3000 chercheurs qui réfléchissent au futur, à l'avenir, et qui ont un lien à la fois dans le domaine militaire et dans le domaine civil. Donc aux États-Unis, la prospective, elle est vraiment née dans la dimension finalement militaire. Au Japon, c'était vraiment l'impact plutôt d'aller au-delà des dimensions de planification dans le domaine industriel et technologique. Donc elle a vraiment, à l'origine, si vous voulez, il y a vraiment cette dimension technologique qui est très forte au Japon. Et c'est vrai que nous, en Europe, on va l'aborder tout à l'heure, il y a beaucoup de branches maintenant, il y a beaucoup de paradigmes différents en matière de prospective. Mais à l'origine, la volonté de la prospective, tout simplement, elle a été initiée par un Français, Gaston Berger, qui, lui, souhaitait se dégager des contingences à l'époque de planification, c'est-à-dire on était beaucoup sur des horizons 5 ans, 10 ans, 15 ans, avec cette idée qu'il fallait regarder un horizon beaucoup plus long terme. Et donc, cette réflexion prospective, elle était complètement associée aux politiques publiques. Donc, vous voyez, une genèse, finalement, qui se développe quasiment au même moment, à peu près, mais avec des approches totalement différentes, et je crois que c'est ça qui est intéressant. Et en termes de méthodes et de disciplines qui sont impliquées, est-ce que vous voulez développer un peu qui fait ça ? Donc on a des politologues, apparemment ici, mais on a quoi d'autre comme gens du monde académique ou comme chercheurs, comme ingénieurs ? Qui sont les gens qui font ce travail-là ? Madame Bellost ? Alors je pense que déjà, faut bien penser que pour faire de la prospective, ça se fait pas tout seul assis à un bureau. Je pense qu'on sera toutes d'accord ici pour dire ça. Donc c'est pas réservé à une discipline. C'est-à-dire que c'est un mode de pensée. Donc on a besoin des économistes, on pourra très bien avoir besoin des géographes, on peut avoir besoin d'ingénieurs, mais tout ça est un ensemble de modes de pensée. Donc il faut pour faire en fait de la prospective, il faut coordonner, j'allais dire par une méthode et par des méthodes sur lesquelles certainement on va revenir, mais il faut coordonner un ensemble de savoirs. C'est donc toute la beauté de la chose et toute la difficulté aussi, mais on peut pas dire que ce soit lié uniquement à une discipline. Donc voilà. Après, en termes de méthode, peut-être qu'on peut avancer un petit peu. Enfin, oui. Voilà, je peux peut-être passer la parole à d'autres, mais il y a une base de la méthode qui est quand même, il faut qu'il y ait une diversité des points de vue pour qu'en fait on puisse construire la base de la prospective. Madame Taillandier.
Oui, si je peux rajouter quelque chose, c'est peut-être aussi que donc la prospective telle qu'elle est née aux États-Unis et en France, elle avait aussi un projet qui était de s'opposer à une vision communiste, marxiste du futur comme pouvant donner lieu à une planification à très long terme, mais aussi à une vision du futur comme absolument déterminée. Et donc l'idée de la prospective à la française, telle que je l'ai compris, c'est qu'il fallait maintenir la possibilité d'un futur ouvert en explorant plusieurs scénarios possibles, de manière à ce que cette planification soit compatible avec le projet libéral. Donc c'est un... attendez, ça devient bizarre. Donc c'est un projet politique de contre-discours par rapport au discours marxiste ? Ce serait ça ? Ça, c'est une manière de comprendre. Donc c'est un travail pour les libéraux uniquement ? Non, parce qu'il y avait aussi une futurologie soviétique. Mais enfin, je ne veux pas m'avancer là-dessus parce que je en parler. Moi, ça prend des ouvrages que je ne connais pas. Donc voilà. Parce que, en gros, la question que moi je me pose en tant que zététicien, sceptique, etc., c'est comment c'est que ça marche et quelle méthode on mobilise pour le voir. Si on me dit que c'est un projet politique, c'est pas du tout la même chose que si c'est une démarche objective, neutre, de décrire comment les choses évoluent et comment on peut agir. Évidemment, c'est pas pareil. Donc vous, est-ce que vous défendez plutôt l'idée que c'est un projet politique ou c'est un projet scientifique ? Alors peut-être commençons déjà par proposer une définition à la prospective. Qu'est-ce qu'on entend par prospective ? Et c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, on a la chance d'avoir Gaston Berger, qui a été... Alors lui, c'est intéressant parce qu'il est philosophe. Comme vous le disiez, en fait, la prospective, ça n'est pas une discipline. Elle n'est pas en tant que telle enseignée. On ne peut pas faire une thèse, par exemple, de prospective. On peut être politologue comme nous, on peut être philosophe, on peut être historien, etc. et faire une thèse en prospective. Mais donc il y a déjà là toute une discussion, puisque en effet, par le corps universitaire, c'est pas forcément une discipline en tant que telle, elle est reconnue comme ça. Par contre, la prospective, elle se définit, et Gaston Berger en donne 3 dimensions, si vous voulez, et je crois que pour moi, en tout cas personnellement, je trouve que cette définition, elle est toujours beaucoup source d'inspiration, même aujourd'hui, puisque là, on parle des années 50, 1950, donc presque un siècle après, pas tout à fait quand même, eh bien, elle est source d'inspiration. Qu'est-ce qu'il dit, Berger ? Il dit que finalement, la prospective, en tant que démarche, comme approche, c'est de regarder un horizon plus lointain. Vous savez, cette dimension de regarder plus loin. Et qu'est-ce que ça veut dire pour lui ? C'est vraiment l'idée de se dégager des contingences de planification. Donc, à l'époque, on parlait de plan, en effet, c'est le contexte des années 1950. Mais aujourd'hui, on voit bien que l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à se dégager d'environnements extrêmement court-termisme. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler parce que pour moi, justement, la prospective a tout à fait sa valeur aujourd'hui dès lors où on est dans une société qui s'accélère et qui va de plus en plus vite. Donc cette exigence de regarder à des horizons 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, elle est d'autant plus importante que la société s'accélère et que les choses s'accélèrent. Deuxième dimension, c'est la dimension du voir plus large. Qu'est-ce qu'il voulait à l'époque, Gaston Berger ? Il voyait tout simplement la limite qu'avaient, par exemple, les agents ou les administratifs des ministères, etc., à travailler les uns avec les autres. Donc son idée, c'était vraiment décloisonner la pensée, décloisonner les disciplines, arriver à faire en sorte qu'on embrasse différentes disciplines. Voilà, l'économie, l'urbanisme. Une vision holistique ? Une vision large. Et pour moi, la vision large aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Elle veut dire que, bien sûr, il faut arriver, comme Nathalie disait, à travailler les uns avec les autres, mais aussi, ça veut dire aussi dans un monde globalisé, dans un monde mondialisé, ça veut dire aussi avoir une approche beaucoup plus interculturelle, avoir une approche de la diversité culturelle, parce qu'on va le voir, je pense qu'on va aborder cette question sur les tendances, les évolutions qui sont bien évidemment à l'échelle planétaire. Et puis la troisième dimension de la définition, c'est le creuset profond. Et moi, personnellement, c'est celui qui m'intéresse le plus, parce que finalement, le creuset profond, ça veut dire qu'il y a des évolutions qui sont en train de se tisser et qu'on peut identifiés, qui arrivent de très loin dans le passé et qui sont en train de donner une horizon, une trajectoire finalement à nos sociétés. Et pour moi, une des plus inspirantes, c'est les évolutions culturelles. C'est les valeurs, nos systèmes de valeurs, parce que ça, c'est pas des choses comme ça qui
émerge en un an. C'est des choses qui se tissent sur le très long terme. Et se creuser profond, il ne faut pas oublier que Berger était philosophe. Et donc, c'est cette idée que pour appréhender le futur, il faut aussi regarder en profondeur le développement de nos sociétés. Donc, je dirais que ces 3 éléments définissent la prospective, ce qu'on appelle la prospective à la française, sachant que ce qu'il ne faut pas oublier non plus, et je crois que ce n'est pas neutre, c'est que la prospective, c'est une prise de risque. C'est à un moment donné arrêter une représentation. Et comme on le dit, la méthode va nous aider à générer plusieurs futurs plus ou moins souhaitables, futurs plus ou moins désirables, enviables, etc. Et parmi ces futurs, à un moment donné, il faut arrêter une représentation et il faut décider. Et je crois que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que donc la prospective, c'est donc éclairer des horizons du futur, mais aussi pour décider, pour servir la décision. Et ça, c'est très important également, je pense, de préciser ça. Moi, je vais être très désagréable, parce que cette réponse, elle ne me satisfait pas, je n'ai pas compris. Je veux savoir comment ça marche. Vous me parlez d'un plan d'un philosophe avec plein de mots. Je n'ai pas compris. C'est quoi la prospective? Qu'est-ce qu'on fait quand on fait la prospective? On pose quelles questions, à quelle personne, avec quelle méthode, on a quel résultat, comment on les valide? Comment on distingue un gourou, un mec qui va venir te dire bonjour, je vous vends le futur, d'un mec ou d'une femme qui fait la science? Comment on fait? C'est quoi votre travail, en fait? Je suis là pour être un peu chiant. Alors, qui me répond? Oui, parce que je pratique la prospective, donc voilà. En effet, je me sens concernée par la question. Il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs approches, il y a plusieurs écoles de pensée et il y a plusieurs paradigmes. Donc en effet, vous parliez de futurologie. Futurologie, c'est un courant de prospective. Vous avez le travail avec les scénarios, c'est encore une autre je vais dire sensibilité. Vous avez la Rand, par exemple, qui avait élaboré des méthodes, à commencer par la méthode Delphi, qui vise à... La Rand, c'est quoi? La Rand Corporation. Rand Corporation. La Rand Corporation, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est une grande institution qui regroupe à peu près 3000 chercheurs. Donc c'est public. Qui... c'est un statut, je crois, peut-être entre guillemets privé, indépendant. Je ne sais pas si c'est privé, parce que je crois que c'est plutôt un statut plutôt associatif. Enfin, je ne sais pas, mais ça m'étonne. En tout cas, c'est pas une entreprise, ça c'est sûr. C'est un organisme plutôt de recherche. Et la particularité de cet organisme, c'est qu'il conseille le gouvernement américain. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est comme une espèce d'agence, si vous voulez, de chercheurs qui vont réfléchir sur l'avenir de la société américaine, l'avenir des relations internationales, dans le domaine militaire comme dans le domaine civil. Voilà. Mais pour reprendre la question, le fil de la prospective, en fait, il y a la futurologie qui est une des dimensions, mais qui n'est pas la prospective. Et je crois que ce qui nous importe aujourd'hui, c'est peut-être d'essayer de faire comprendre qu'est-ce que la prospective en termes de méthode et d'approche spécifiquement. Ben, voilà, c'était ma question. C'était ma question. Je vais avoir la réponse maintenant, s'il vous plaît. Je peux donner un exemple, puisque, comme l'a dit Karine, il y a différentes façons de faire. Heureusement, il n'y en a pas qu'une, d'autant plus que vous avez dit, c'est un objet qui a été aussi culturellement situé, qui est parti, voilà, il y a eu 3 courants, en tout cas au départ. Donc, il y a différentes façons de faire. Je peux parler éventuellement de l'expérience qu'on a ici pour essayer de vous donner un exemple, mais ce ne sera qu'un exemple parmi N. En gros, il faut comprendre que déjà, pour essayer d'analyser l'avenir, il faut savoir poser un diagnostic. Ah oui, parce que si vous posez le mauvais diagnostic déjà de ce qui se passe à peu près dans le présent et des événements et de ce qui s'est passé aussi dans le passé, parce qu'on travaille dans le temps long, mais le temps long, il ne commence pas qu'aujourd'hui. Le temps long, il commence justement aussi dans le passé. Donc il y a une dimension historique. Donc, l'idée, c'est de travailler sur ces événements, de comprendre, alors par des travaux de recherche, comme on fait, c'est de la recherche plutôt qualitative, puisqu'on n'est pas forcément dans... Il peut y avoir aussi des éléments quantitatifs, on est bien d'accord, on pourra y revenir. Une recherche qualitative, de comprendre déjà où on en est à une situation présente, sur un temps T. Alors, il peut y avoir de la prospective sur beaucoup de choses, sur les développements technologiques, en géopolitique également. Donc, en géopolitique, comment on fait? On regarde déjà ce qui s'est passé dans le passé. Donc, on décrit
décrit des événements, on regarde aussi l'évolution, et ça c'est très important de dire, des mentalités, et on travaille sur différentes disciplines. On travaille sur une observation, j'ai des observations par exemple géographiques, démographiques, économiques, politiques, donc en fonction de données qui peuvent être quantitatives et qualitatives. Donc il faut arriver à poser, déjà, c'est la base. C'est-à-dire que ça, si ça paraît une évidence et un truisme, mais néanmoins... D'abord, on décrit le monde. Déjà, on avant décrit. De le prévoir. Voilà. Ah bah oui, mais là, sinon... sinon, effectivement, mais on arrive à la boule de cristal. La partie d'écrire, tout le monde était d'accord. Moi, c'est la partie prédire qui m'intéresse. Oui, d'accord. Ah bah alors après, donc effectivement... Oui, mais... Attention, parce que si, ok, très bien, on est tous d'accord, mais on est tous d'accord, il y a quand même une méthode pour arriver à décrire une situation. Donc, à la base, il faut quand même bien dire que si le diagnostic déjà de départ n'est pas bon, c'est qu'on risque pas. C'est comme sur une échelle bancale, quoi. C'est-à-dire, à un moment, on va tomber, quoi. Donc, ensuite, et ben après, il y a différents scénarios. Ici, par exemple, ce qu'on propose aux étudiants, qui est une méthode relativement facile, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une école de commerce, donc il y a une application aussi très pratique. Vous en avez parlé. C'est qu'on utilise par exemple la méthode des scénarios. Donc les scénarios, c'est de se dire, voilà, à partir d'éléments que nous connaissons, quels sont les éléments qui peuvent être éventuellement des éléments critiques pour le contexte que l'on observe, hein, pas dans l'absolu. Déjà, il faut savoir poser la bonne question. Qu'est-ce qu'on veut vraiment chercher à savoir? Déjà, première chose. Enfin, je pense que si on ne pose pas la question qu'est-ce qu'on cherche vraiment à savoir et qu'on n'est pas tous d'accord autour de la table sur ce qu'on cherche à savoir, on ne risque pas de faire de la prospective. Donc ça, c'est la première base de la méthode prospective, c'est avoir la bonne question. Et ensuite, la méthode des scénarios, c'est par exemple de dire, quel est le niveau d'impact des différents événements que nous pouvons, par rapport à ce qui s'est passé, arriver. Et après, dire, il y a différentes façons de choisir et de faire des sortes éventuellement de matrices, de dire ensuite, il y a des éléments de probabilité qui là reviennent à des éléments de quantification, donc là qui peuvent se calculer et qui sont aussi, qui peuvent être couplés. Donc on peut faire, c'est un peu une façon de faire avec des matrices. Donc ça c'est un élément possible et c'est plutôt ce qu'on a choisi d'enseigner ici. Mais il y a d'autres éléments qui sont possibles. Alors moi, j'ai pas toujours trop bien compris, parce que je suis là pour être idiot, ça tombe bien. Comment on vérifie qu'une prédiction, elle est scientifique? Comment on sait qu'un modèle, il est mieux qu'un autre? Comment on compare les choses? Parce que si j'ai deux économistes qui prédisent que si le ruissellement marche ou qui disent que ça marche pas, on peut voir si ça marche ou ça marche pas. Dans l'histoire de la prospective, qu'est-ce qu'on a pu voir comme modèle et qu'est-ce qu'on a pu tester et qu'est-ce qu'on a pu éventuellement écarter? Parce que ça progresse, je suppose. Alors, sur l'histoire des méthodes concrètes, je pense que Karine saura répondre mieux que moi. Mais pour revenir à cette question persistante de qu'est-ce qui fait la différence entre un prospectiviste et un charlatan, il me semble que justement cette prétention à la scientificité, elle est vraiment très très importante pour comprendre ce qui se joue dans la prospective. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette critique de la prospective comme trop scientifique, trop technocratique, elle est venue de l'intérieur de la futurologie. Bon, moi, j'aimerais savoir si elle l'est un petit peu. Oui. Pour l'instant, je ne suis pas sûr. Je veux des réponses. Je pense que, regarder de l'extérieur, la prospective, on peut en fait s'intéresser à la manière dont elle se construit comme objet scientifique. Et sans forcément prononcer un jugement sur la véracité des prédictions que la prospective construit, on peut s'intéresser aussi aux différentes manières de décrire le réel qui vont s'affronter à l'intérieur de la prospective entre différentes méthodes et avec différentes visées et idées de ce qu'est un futur désirable. Vous êtes très dur à interviewer, je n'ai pas de réponse à mes questions. Je veux un exemple de prédiction qui était correcte. J'en veux un autre d'une prédiction où on s'est planté, et je veux qu'on me dise pourquoi on sait qu'on a eu raison et qu'on a eu tort. Voilà. Alors, ma question, elle est claire, je veux des réponses maintenant. Peut-être avant de répondre, moi je veux bien répondre à cette question, mais je veux déjà répondre à la question juste avant sur à quoi ça sert la prospective et comment ça se pratique. Je crois qu'il ne faut pas oublier que la prospective, elle est là pour générer un maximum de variables, de visions de futur. C'est ça l'objectif de la prospective. Alors vous allez dire, ah ouais, mais quel est l'intérêt de générer? Eh bien, forcément, moi, je suis d'accord, c'est la science-fiction, on est j'adore ça. Justement dans une démarche où on doit aussi
quelque part, se sortir d'une forme d'enfermement de nos propres représentations. Et pour moi, alors là, c'est d'un point de vue très personnel, mais la prospective, elle est là également pour nous faire, quelque part, ouvrir nos horizons créatifs, pour aussi générer des imaginaires et imaginer d'autres choses possibles. Et c'est là où peut-être pour vous, ça... Donc là, c'est boule de cristal. Non, c'est pas boule de cristal, c'est tout simplement s'imaginer des futurs possibles. Alors, je vais vous donner un exemple, c'est qu'il y a deux manières de regarder le futur. Soit vous êtes aujourd'hui et vous vous dites comment dans 10 ans ça peut être en partant de votre présent, soit vous pouvez, à partir de plein de données, ce qu'évoquait Nathalie tout à l'heure, c'est-à-dire des données, et à partir du moment où on regarde les données, on a énormément d'informations déjà sur des choses qui sont en train d'advenir. Vous prenez l'exemple de l'écologie, vous prenez l'exemple de la démographie, vous prenez l'exemple du politique, etc. Il y a énormément de choses qui sont très tangibles et qui vous permettent d'avoir un horizon assez lointain, finalement. Donc, une fois que vous avez ça, l'idée, c'est d'arriver à générer des futurs possible. Parce que le risque, finalement, c'est de rester toujours dans une projection du présent et d'aller vers le futur. Donc la prospective, pour moi, son intérêt, c'est qu'elle peut nous faire justement imaginer d'autres futurs possibles à partir des méga-tendances, en prenant également soin de s'attacher à ce qu'on appelle les signaux faibles, mais je vais y revenir tout à l'heure, tout un tas de domaines. Donc je vais vous donner un exemple, par exemple très concret. Moi, par exemple, dans un accompagnement d'une grande entreprise qui fabriquait des matériaux de construction pour les immeubles et les habitats, les maisons, etc. Eh bien, plutôt que de travailler sur le développement stratégique de qu'est-ce que fait l'entreprise déjà et comment elle va pouvoir, à partir de ce qu'elle fait, à partir des compétences, à partir de ses hommes, développer un business dans les 15 ans. Non, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on s'est mis à un horizon 2040 et on s'est dit en 2040, comment on pense que le monde sera en termes écologiques, en termes d'urbanisation, en termes démographiques, en termes de classe moyenne, en termes de technologie, en termes, etc. Et là, on se dit comment je peux contribuer. Attendez, j'explique. Comment je peux. Vous pensez oui. Point de départ. Comment là, c'est des mois de travaux. C'est des mois de travaux, de rencontres, de faire venir justement des chercheurs, des scientifiques, des experts, chacun dans leur domaine. C'est le principe de la prospective, parce que la prospective, c'est un champ très ouvert. Et ce qui est intéressant, et c'est ça qui différencie la prospective souvent de la stratégie, c'est la prospective, c'est comment je vois le monde et comment j'aimerais faire advenir ce monde. Donc je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, mais c'est vraiment très différent de se dire comment je pense que le monde sera et comment je veux contribuer à faire advenir ce monde. Et après, quels sont les moyens, les stratégies, les ressources humaines et financières qui vont me permettre de faire advenir ce monde. Donc ça nous permet, et c'est pour ça que je dis souvent que la prospective, elle est transformationnelle, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement des idées qu'on va générer, c'est aussi comment on fait advenir un futur. Et je crois que pour moi, c'est ça l'essence de la définition qu'en donne Gaston Berger, quand il dit l'avenir ne sera pas, c'est à nous de l'inventer, c'est à nous de le créer, c'est à nous de le faire advenir. Bon, pour le moment, j'ai un discours de publicité de la prospective. Je veux comprendre ce que c'est. Sincèrement, c'est agaçant parce que je pose des questions extrêmement simples. Alors, je veux un exemple de prédiction. On va revenir sur la base des méthodes de travail, en tout cas en sciences politiques ou en géopolitique ou en économie. C'est-à-dire il y a des paradigmes qui sont... vous venez, par exemple, il faut quand même dire d'où vous êtes situé. Vous venez de la biologie, donc des sciences dures, donc vous travaillez dans du déductif. Ok, principalement construction d'hypothèses. C'est beaucoup d'induction quand même. Voilà, oui, mais enfin il y a aussi beaucoup de déduction. Donc en mathématiques et déduction. Voilà, donc, en dehors, mais bon, il y a aussi du travail. Donc c'est un hypothético-déductif où on fait de l'induction. Bon, voilà. Donc il y a différentes façons de faire. C'est comme si demander, par exemple, comme il y a plus, c'est très difficile de répondre à la question parce que comme il y a en fait différentes disciplines qui sont convoquées dans la prospective, c'est-à-dire qu'il faut qu'on revienne sur chacune des méthodes de recherche de l'ensemble. Par exemple, pour les gens qui ne connaissent pas la prospective, on va y passer du temps, pas de souci. Allons-y. Quelqu'un qui nous regarde, qui ne sait pas ce que c'est, il se dit mais comment ça a été utilisé dans le passé pour prédire quelque chose ?
Est-ce que la prospective a prédit l'élection de Trump? On en a parlé, non, c'était un gros plantage. Alors, mais non, Qu'est-ce c'est pas qu'on a- vrai. C'est pas tout à fait vrai. Il y a D'accord. des gens. Alors, mais je suis désolée, c'est pas si simple. Eh bien, C'est-à-dire contredisez-moi, c'est ça qui est bien. Eh ben, il y a des gens qui l'ont prédit, peu. On les a pas beaucoup entendus, et il y a des gens qui ne l'ont pas prédit. D'accord. Donc après, Est-ce que c'est par pur hasard, comme les astrologues, ou est-ce qu'il y a des méthodes? Non, je pense qu'il n'y a pas que forcément du pur hasard. Le problème, c'est qu'on arrive toujours à un moment. C'est quand on fait du qualitatif, il y a aussi l'interprétation. On est bien d'accord, l'interprétation des données. Même de toute façon, même si en quantitatif, il y a de l'interprétation des données, et on peut faire dire aux chiffres absolument n'importe quoi. Bon, Donc, en gros, ce qui est, si, bien évidemment, alors, du coup, on s'arrête là. Si on peut dire ce qu'on veut. Non, on peut dire, vous savez très bien, quoi. Un chiffre, on peut l'interpréter d'une façon ou d'une autre. Je veux dire, un sondage, un pourcentage, on peut très bien lui faire dire tout et son contraire en fonction de la méthode qui a été employée pour obtenir ce chiffre. Il vous donnera la façon. Voilà, il faudra savoir lire la question. C'est bien pour ça qu'on va savoir quelle méthode a été utilisée pour évaluer si la réponse est. Donc, en fonction, dans par exemple l'élection de Trump que vous donnez, les gens qui ont dit, par exemple, Trump ne va pas être élu, se sont basés plutôt sur un horizon, une façon certainement de calculer. Alors, je ne suis pas la spécialiste de la question, mais en gros, ce qui a été dit, c'est qu'ils ont fait finalement un calcul plutôt, j'allais dire, à un niveau, au niveau des... Économique, finalement, plutôt. Pardon ? C'est le critère économique. Oui, beaucoup. Et ils n'ont pas... Alors, finalement, il y a aussi ceux qui ont peut-être le plus senti la question et qui ont dit, voilà, Trump risque d'être élu, c'est ceux qui ont fait plutôt, ceux qui ont fait des études de terrain, qui sont allés voir les populations et qui se sont déplacés pour sentir ces fameux, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire ces changements. Oui, mais si c'est sentir, culturels, excusez-moi, la méthode, je ne la vois pas. Effectivement, donc c'est ceux qui ont dit, voilà, en fonction. Mais alors, en même temps, c'est deux choses, c'est-à-dire que vous allez interviewer les gens, donc ça, c'est du qualitatif et c'est de la méthode d'interview, de dire, voilà. Quels sont, par exemple, qu'est-ce qui vous ferait choisir Trump ou pas, et de dire ensuite, il y a des critères quantitatifs, en disant, par rapport à telle circonscription, par rapport au nombre de populations qui est plutôt alors blanche, noire, hispanique, en fonction des critères que l'on veut mettre. On fait un modèle des réponses par rapport aux critères. Oui, c'est-à-dire il y a les deux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste faire un sondage, c'est-à-dire que ça va plus loin que le sondage. Le sondage, ça peut être du oui, non, peut-être, ne sais pas, ou une échelle de Likert, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Ou ça peut être effectivement des données qualitatives, on va plus loin et on se dit on dit oui, mais pour telle raison. Voilà, on donne en plus les raisons et on détaille en fait. Et après, on recoupe, c'est le recoupement des sources en fonction des différents États et en fonction des différentes populations. Par exemple, donc ça c'est un exemple. Donc ceux qui ne s'en sont suivis, ceux qui n'ont fait que des critères finalement très quantitatifs, globalement, alors c'est très difficile à dire, mais globalement ont eu plus de difficultés à prédire cette élection de Trump, et ceux qui ont inclus des données beaucoup plus qualitatives ont beaucoup mieux réussi. Voilà. Et alors, un exemple de prospective où on aurait eu un modèle qui, sur telle question, avait prédit quelque chose et c'était avéré correct, on aurait quelque chose dans l'histoire. C'est ça qui m'intéresse, c'est que comment ça marche, en fait. Alors moi, je voudrais ajouter quelque chose, mais vous n'allez pas être satisfait parce que c'est pas vraiment une réponse à cette question-là. En fait, je pense que la question Écoutez, de est-ce que ça marche ou pas... vie et puis Non, mais elle est importante, mais peut-être qu'il y a d'autres questions qu'on peut poser à la prospective. Je vais prendre un exemple tiré de mes recherches sur la manière dont on peut envisager le futur de l'intelligence artificielle. Donc vous avez sans doute entendu parler d'histoire de singularité, par exemple. Donc l'idée qu'à un moment, des systèmes d'intelligence artificielle pourraient devenir beaucoup plus intelligents que les humains. Et cette idée, elle implique pas seulement des sortes de gourous de la Silicon Valley, elle implique aussi des chercheurs en informatique dont on peut pas douter de leur sérieux et de leur reconnaissance par leur propre discipline, par exemple. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans la manière dont on pense le futur de l'intelligence artificielle comme potentiellement un futur de machines super intelligentes? Il y a beaucoup de discussions. C'est pas du tout un consensus, l'idée que ça pourrait être une possibilité même sur le plan technique. Et globalement, ceux qui s'intéressent à ces idées de super-intelligence s'accordent pour dire que ça n'est pas lié au progrès actuel du machine learning. C'est plutôt des questions plus larges liées au projet de l'intelligence artificielle, des questions plus philosophiques et des questions qui sont liées en fait à un choix d'optimisation des ressources. On a des ressources limitées et
et quelle recherche on décide dans quelle recherche on décide de mettre de l'argent. Donc là, et donc je vais vous poser une question. Du coup, qu'est-ce qu'ils prédisent? Eh ben alors, il y en a qui prédisent, par exemple, que il y avait une table ronde hier sur l'Europe et l'intelligence artificielle. On avait dans cette table ronde un peu deux visions de l'histoire de l'intelligence artificielle. Une vision un peu linéaire de la machine de Turing jusqu'à AlphaGo, et donc on peut imaginer que ça va continuer dans la même direction, et donc on ferait mieux de s'inquiéter, de se faire remplacer. Une autre manière de voir l'histoire de l'intelligence artificielle. En fait. Non, mais c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Là, je vous dis que c'est une manière de voir l'histoire de l'intelligence artificielle qui nous conduit à supposer qu'il y a un futur imminent dont il faut se soucier très rapidement. Mesdames et messieurs. Voilà, il y a une autre manière qui serait de voir, qui est courante parmi les gens qui ont participé à l'intelligence artificielle de près ou de loin, c'est de voir l'intelligence artificielle comme une succession de cycles d'hiver et d'été, et de printemps, de moments où il y avait beaucoup d'argent pour faire de la recherche, d'autres moments où on s'est rendu compte que l'intelligence artificielle ne marchait pas et qu'on coupait les ressources. Et de ce point de vue-là, on voit que les idées de la singularité, elles correspondent pas au paradigme actuellement dominant de l'intelligence artificielle, pour simplifier. Tout ce que je voulais dire, c'est que finalement, la question que posent ces discours sur le futur de l'intelligence artificielle, c'est pas seulement de savoir qui a raison et est-ce qu'un jour on va se faire remplacer par des systèmes d'intelligence artificielle plus intelligents que nous, c'est aussi ce que font dans le présent ces discours, comment est-ce qu'ils amènent de l'argent dans certains programmes de recherche et pas dans d'autres, par exemple, ou comment est-ce qu'ils contribuent à renforcer certains marchés de produits technologiques, par exemple. Parce que le problème de la prospective, c'est que aussi à force, en ayant un discours en disant voilà ce qui va se passer, on peut le faire arriver. Donc on peut avoir un effet Pygmalion de créer une attente ou de créer une c'est l'objectif que je vous dis quand je vous dis la prospective. C'est fait pour décider, pour arriver. Donc l'idée, c'est moins de prédire un avenir donné que de se donner les possibilités d'anticiper et d'être acteur de l'avenir qu'on veut faire advenir. Donc on en revient au projet politique. Tout à fait. Et là, on est plutôt dans un élément de réponse tout à fait à ce niveau-là. Donc j'aimerais juste donner un autre exemple très pratico-pratique de mission de prospective, par exemple, que je peux conduire à l'heure actuelle, qui est tout simplement le fait d'anticiper les compétences du futur. On le sait, aujourd'hui, on vit pour faire très très vite, deux grandes transformations extrêmement fortes avec le digital, les technologies de l'information et de la communication, enfin tout ce qui est IA, intelligence artificielle, etc. Et de l'autre, une transition écologique. Donc l'idée, et pour des institutions, des territoires, ça peut être des territoires qui préparent l'avenir, ça peut être des grandes entreprises, c'est comment on fait pour anticiper ces évolutions, comment on voit quelles sont les grandes trajectoires au niveau mondial, c'est-à-dire comment ça se dessine bien au-delà de la France, bien au-delà de l'Europe, mais à un niveau international, quelles sont les évolutions en cours, quels sont les signaux faibles. Alors qu'est-ce qu'on entend par signaux faibles, qui est un des outils pour moi très intéressants de la prospective, dans la méthode prospective, c'est tout simplement ce qui n'est pas général, ce qui n'est pas généralisé, mais ce qui, à un moment donné, peut s'avérer comme ayant un impact majeur sur des évolutions. Donc le signal faible, ça peut être, voilà, exactement, ça peut être ce que vous avez respiré, ce que vous avez vu, ce que vous avez lu, ce que vous avez entendu, comment vous recoupez un certain nombre d'informations qui, à un moment donné, peuvent en effet avoir un impact et changer un paradigme donné. Et ça, c'est véritablement ça qui va énormément nous intéresser. Donc pour revenir à mon exemple très pratique, ça peut être tout simplement, aujourd'hui, vous le savez, on parle de 40% des emplois qui seraient amenés à être supprimés du fait des évolutions technologiques. Je pense que vous en avez entendu parler. Beaucoup des organisations ou des États se posent la question, quid ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire, est-ce qu'en effet, il va y avoir 40% des emplois qui vont être supprimés ? Quelles sont les compétences dont on a besoin ? Quelles sont les compétences qui vont ne plus être utiles à un horizon 20 ans, 30 ans, etc. Et le genre de choses, si vous voulez, à laquelle on peut aboutir à différents scénarios, avec des scénarios plus ou moins high-tech, plus ou moins low-tech, plus ou moins développés, avec une accélération, en fait, par exemple, de l'IA, vague 2, plus ou moins rapide, si vous voulez, et avec des impacts sur les compétences. Ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup des organisations recherchent par exemple des data scientists, ça fait partie des compétences qui sont extrêmement recherchées. Quid dans 20 ans, dans 30 ans ? Est-ce que ça sera encore les data scientists ? Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui travaillent. Alors, voilà. Un pronostic ? Donc la prospective, elle permet de préparer
D'accord. l'avenir. C'est ça la prospective. Elle ne permet pas de prédire, elle permet de se préparer à des avenirs possibles. Et moi, je me demande pourquoi est-ce que les gens qui nous écoutent vous feraient confiance? C'est une vraie question. C'est pas une question de confiance en fait. Là, Si, les gens ils se disent mais alors comment on peut se fier à ce que vous nous dites? Confondez prédiction et prospective. Donc en fait, on va Non. pas y Faites confiance dans la méthode. L'idée, c'est de dire, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire préparer des scénarios. Donc voilà, il y a des possibilités. Je vous ai dit, voilà, vous pouvez une façon de faire. Scénario possible, vous faites une matrice, vous dites voilà, les événements critiques qui peuvent advenir par rapport à une étude qui a été réalisée sont ceux-là. On le couple avec un élément de probabilité et on dit voilà, on peut faire apparaître X scénarios, 3, 4, en fonction de la matrice qu'on a construite. Okay, en fonction de ces scénarios-là, à un moment, on va prendre des décisions en disant voilà, en notre âme et conscience, par rapport à ce qu'on sait, par rapport à ce qu'on a étudié, selon les méthodes des différentes disciplines qu'on a utilisées, qui ont donc chacune leur façon de faire, quantique, Ali, peu importe, méthode hypothético-déductive, inductif, bon, voilà. On sait ça, on a ces 4 scénarios qu'on a identifiés et effectivement, on en choisit un. Donc, il y a une sorte de prophétie autoréalisatrice, si vous voulez, derrière, parce qu'à un moment, on va dire le futur, par rapport à ce qu'on sait, par rapport à ce qu'on a étudié, par rapport aux éléments qu'on a, aux tendances qu'on a établies, par exemple la démographie. Bon, par exemple, si on utilise de la démographie, les géographes le savent, il y a quand même des grandes tendances où on sait que il va y avoir des évolutions de population, ça, d'accord. Et on peut dire, on dit, nous croyons plutôt en cette hypothèse. Ce ne sont que des hypothèses, ce ne sont pas des certitudes. Mais juste, donc, je me rends compte, alors que l'émission se termine, que la vraie question, c'était, vous me dites, voilà, on prend une matrice, on fait ça, après on fait ça. Moi, la question, c'est la matrice, comment on l'a fait? Parce que, maintenant, vous ne m'avez pas dit, on fait ça, mais il faut... non, je ne sais pas. Si, tout à fait. J'aurais voulu un exemple, voilà, sur tel événement ou sur telle question géopolitique ou locale, voilà l'ensemble des données qu'on a eues. J'aurais voulu un exemple, voilà ce qu'on a fait et voilà ce qu'on a obtenu comme résultat ou comment on a raté notre coup et comment on sait pourquoi on a raté. Parce que quand on fait ça, alors les gens qui écoutent savent qu'on peut avoir confiance dans la méthode. Moi, je veux un discours qui présente, et c'est intéressant, mais ce n'est pas la question que moi je me posais. Donc du coup, je repars frustré, mais du coup, on a d'autres occasions d'en parler. Puis là, on va passer la parole aux gens qui ont peut-être des questions plus pertinentes que moi, parce que moi, je suis un grand ignorant, donc j'ai posé des questions qui étaient stupides. Il y a peut-être des questions plus pertinentes par rapport à vos compétences où vous pourrez répondre aux gens. Donc on prend 10 minutes de questions, ou 15, avec un micro qui circule quelque part, j'espère. Mais là, je suis assis, donc ici circule, c'est sans moi. Merci beaucoup. Levez la main et puis n'hésitez pas à poser vos questions à nos 3 invités. Voilà, donc là, il faut courir très vite. Voilà. Bonjour, j'ai entendu un peu tout le débat sur les questions méthodologiques. Il se trouve que moi, j'ai une double formation de Sciences Po et ingénieur. Et il se trouve aussi que je travaillais pendant 10 ans dans la prospective. C'était vraiment mon métier principal. Donc, vos questions sont quand même, je parle de vous, modérateurs, sont très pertinentes. Cependant, il faut tenir compte d'une différence de méthodologie entre les sciences scientifiques et les sciences plus Sciences Po. Déjà, quand on fait des modélisations au niveau des sciences sociales, quand on a dans l'occurrence fonctionne dans le 30% des cas, on est très heureux. Donc, à partir de ça, pour les sciences scientifiques, 30%, c'est pas possible, mais pour nous, c'est quand même en majorité des cas. C'est mieux que rien, c'est bien. Voilà. Pour nous, c'est déjà en majorité des cas parce qu'on travaille beaucoup dans la complexité. On peut même imaginer d'utiliser la théorie du chaos pour essayer de modéliser des choses des sciences sociales. Sauf qu'on n'est pas suffisamment matheux pour arriver à faire des questions comme ça, à arriver vraiment à travailler sur la théorie du chaos. Après, le problème de la prospective dans le domaine des sciences sociales, c'est qu'il faut vraiment tenir en compte énormément de facteurs, et beaucoup de facteurs sont des facteurs de type sentiment, ressenti. Et c'est très difficile de pouvoir prévoir le ressenti des personnes. Ce qui fait qu'il y a des statistiques qui permettent de définir certaines choses, il y a des scénarios possibles qu'on définit, de meilleurs scénarios au pire scénario par rapport à un certain nombre de situations, genre entre 2 pays, ils arrivent à trouver un accord, donc il n'y aura pas de guerre, ou entre ces 2 pays, il y a une guerre qui va se déclarer et ça va être terrible. Et entre les deux, d'habitude, la réalité, toujours, ce qui se passe, c'est un peu entre les deux. Mais ce sont différentes méthodologies qu'on utilise et qui nous permettent de
plutôt permettre aux décideurs de prendre une décision qui n'est pas trop débile et qui n'est pas trop, voilà quoi. Donc, c'est gentil, mais votre question, madame? Je vous ai dit ça parce que j'en ai eu un peu marre d'entendre vos questions qui n'avaient rien à voir avec la méthode des sciences sociales. Merci beaucoup. Je vous en prie. Il y avait un monsieur juste là qui avait demandé juste avant. Non, mais il faut un micro parce que c'est filmé. Donc on va attendre que le micro arrive jusqu'à vous. On va prendre notre temps. Voilà, donc je m'excuse pour mes questions impertinentes par rapport à la méthode. Je fais ce que je peux. Voilà, il faudrait que le micro circule. Hein, c'est important. Voilà. Vous m'entendez? Oui, parfait. Écoutez, je vous écoute depuis tout à l'heure, c'est très intéressant, mais je veux revenir à des questions plus terre à terre. Moi, la prospective, j'ai été cadre commercial dans une grande boîte d'informatique pendant plusieurs années. Donc, je voyageais sur l'Europe à travers le monde très longtemps. Et la prospective me fait penser au business plan. D'accord? Et le business plan dans les industries, j'en ai rarement vu qui ont fonctionné. C'est-à-dire cette vision à court terme, à long terme, j'en ai rarement vu. Par contre, j'ai vu des gens qui avaient des idées absolument géniales. Et ces idées géniales, après, elles ont été transformées en business plan. Et ça, pour vous dire un peu, voilà ce que je comprends de la prospective. Et ces gens qui étaient géniaux, ils avaient une base culturelle et une base critique hors du commun. Voilà. Donc, ma question est la suivante. Ne pensez-vous pas que la prospective ne peut se baser que sur de l'intelligence et de la culture? J'en veux pour référence, et j'en reviens à ça, M. Perfit, qui avait sorti dans les années 70, quand la Chine s'éveillera, tout le monde, beaucoup de gens l'ont lu, mais aujourd'hui, on se rend compte que la Chine est en train de nous manger la laine sur le dos et personne ne l'a vu venir. D'accord? Donc les gens qui l'ont venu, M. Perfit n'était pas un visionnaire, simplement il avait un peu de culture. Okay, il s'était rendu compte que la Chine allait un jour s'éveiller et que ce qui arrive aujourd'hui, c'est peut-être de la prospective qui était basée sur de l'intelligence et de l'histoire long terme. Qui veut répondre? Oui, vous avez complètement raison. Moi, je partage complètement. D'ailleurs, les grands futurologues, pour revenir sur la question de la futurologie, comme Alvin Toffler ou même Joël de Ronet, hein, que je mets parmi eux, je ne sais pas s'ils seraient très contents, mais enfin, les grands monsieur de la prospective ou les Jouvenel, etc., c'est des gens extrêmement cultivés qui ont justement cet horizon interdisciplinaire et cette culture à la fois philosophique, économique, technologique, etc. Donc oui, moi je vous retrouve complètement. Mais par contre, j'ai essayé d'expliquer la différence entre prospective et stratégie. Et pour moi, il y a une grande différence, parce que la stratégie, c'est comment je déploie un plan stratégique à partir de mes moyens, mes ressources humaines et financières, technologiques, etc. Alors que la prospective, c'est comment, à partir de visions de futurs possibles, je me mets en capacité de déployer les moyens que je n'ai pas forcément aujourd'hui. Donc pour moi, c'est pas du tout la même chose, et j'ai essayé de l'expliciter. Comment vous faites dans les écoles de commerce, dans les écoles de management, comment faites-vous pour développer l'esprit critique? Sachant que les gens se gavent, de BFM en longueur de journée, d'accord? Oui. Donc c'est ça qui m'intéresse, parce que je ne pourrais pas parler de prospective scientifique ou boule de cristal si à la base il n'y a pas une culture et un esprit critique fondamental. Et la critique vient de la culture. D'accord. Alors je vous donne un exemple très précis si je peux répondre. Hein. Donc, voilà. Alors oui, l'esprit critique c'est la base. Effectivement, dans le cours de géopolitique, qu'est-ce qu'on fait? On commence par dire déjà, c'est ce que j'expliquais, à la base, il y a savoir travailler. Et déjà, l'esprit critique, ça se fait en disant qu'est-ce qu'il y a comme information à ma disposition. Okay, donc, et déjà, quelles sont les sources sur lesquelles on travaille? Donc, il faut commencer par déconstruire déjà ses propres biais cognitifs. Hein, oui. Biais cognitif, par exemple, l'illusion de savoir est un biais cognitif. Penser qu'on sait tout, mieux que tout le monde, c'est un biais cognitif. Donc, on commence à dire, voilà, qu'est-ce qu'on utilise comme qu'est-ce qu'on utilise comme source pour avoir, voilà, pour connaître un phénomène. Bon, là, déjà, on déconstruit, déjà, parce que Google n'est pas une source. Hein, donc, mais ça vous paraît évident ici, peut-être, voilà, mais je peux vous garantir qu'on a des surprises. Donc, voilà, même si nos étudiants sont bien formés, mais néanmoins. Et puis après, il y a, voilà, c'est la question d'être capable, et c'est un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire de prendre différentes sources, voilà, d'arriver à savoir qu'est-ce qu'elles nous apportent. C'est pas tant si elles sont bonnes ou pas bonnes, c'est quoi une bonne source ou une mauvaise source. Déjà, il y a tout un débat, mais déjà savoir relier les choses entre eux. Et c'est comme ça qu'on construit l'esprit critique, en partie. Mais c'est un élément de base. Et je vous rejoins.
Oui, je rajouterais juste un mot sur dans ce que vous disiez aussi. Il y a quelque chose qui m'a frappé, que vous parliez d'une intelligence hors du commun qui avait. Alors vous mettez de côté le caractère visionnaire de certaines prédictions, mais il y a quand même quelque chose comme ça dans votre intervention. Et il me semble que là, vous pointez quand même du doigt quelque chose qui est assez problématique du point de vue de ce qu'on peut considérer comme étant la légitimité démocratique pour un avis qui se veut être informer la prise de décision politique et qui est fondé sur l'idée d'une intelligence hors du commun. Oui. Monsieur Turing. Alan Turing. Non, bien sûr, mais je ne dis rien de nouveau en disant que la définition de l'esprit critique, de la culture critique est aussi un enjeu de pouvoir, et que la manière dont la promotion de certaines formes d'intelligence comme fondement de la prise de décision politique ne va pas forcément de soi. Voilà. Alors, attention à une forme d'élitisme qui pourrait faire se taire d'autres gens, ça, non ? Oui, par exemple, c'est une question plus vaste. On refera ça. On verra d'intelligence et de démocratie. Madame. Bonjour. Alors, je voudrais donner un exemple très concret de ce que ça peut vraiment faire concrètement au jour le jour, la prospective en démographie. Parce que je suis géographe. Et alors, si on prend, je ne sais pas si vous vous souvenez, Macron, en marge du G7, avait dit le ventre des femmes est responsable du sous-développement de l'Afrique. Il n'avait pas dit ça exactement, mais c'est ce qui avait été relayé. Il avait dit quand dans certains pays d'Afrique... Enfin, il n'avait pas dit justement dans certains pays. Quand en Afrique, les femmes ont encore plus de 7 enfants par femme, ça ne sert à rien de donner des aides pour le développement, parce que de toute façon, tout va être bouffé, donc autant ne pas leur envoyer d'argent. Si on fait de la prospective démographique, on se rend compte qu'il y a un truc qui s'appelle la transition démographique, qu'on apprend, qui est un modèle d'évolution démographique des sociétés. On doit connaître ça à l'Élysée, normalement. Oui, oui, mais de base, parfois, ils oublient. Bon. Et quand on fait de la prospective démographique, ce qui est, on en fait, c'est assez fiable, on se rend compte que si le niveau de vie des populations augmente, la fertilité diminue. Et que donc, à ce moment-là, on va donner de l'argent aux Africains pour qu'ils réduisent leur fertilité. Et donc là, c'est un exemple vraiment monnayé, qui est un exemple... qui a des conséquences concrètes sur le quotidien des gens. Donc la prospective, oui, ça sert parce qu'on dit non, il faut continuer les aides au développement parce que c'est grâce à l'argent que les femmes elles vont diminuer leur fertilité. Et si on dit de toute façon elles en font 7, plus de 7, ça sert à rien, sans faire de prospective justement et sans réfléchir aux évolutions et aux grandes tendances. Je me permets de rebondir. D'une part, vous avez fait la leçon à M. Macron, il faudrait qu'il l'entende parce qu'il a du mal à entendre quand on lui parle. Mais je ne vois pas la différence entre... En quoi c'est la prospective ? On décrit un processus qui est connu dans la démographie. Dans ce cas-là, si 1 plus 1 fait 2, je sais que si... j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui fait la prospective pour m'expliquer que c'est ce qui va se passer, mais que c'est ça qui passe en général. Donc, en quoi la prospective apporte quelque chose de plus, et on finira là-dessus, si vous voulez bien. Voilà, j'ai un phénomène qui est décrit, c'est la démographie, et la transition, c'est l'exemple qui a été donné. En quoi la prospective rajoute une couche de sens, d'analyse et d'aide à comprendre ce qui se passe. Bon, il ne reste pas beaucoup de temps, merci. Juste un élément, une question très rapide. Qu'en est-il de l'éthique en fait, est-ce que vous avez des réflexions au sein des différents champs de la prospective par rapport à l'éthique ? Puisque vous avez une responsabilité très forte, vous pouvez être instrumentalisé par l'employeur, public, privé. Donc qu'en est-il de ces questions ? Merci. Moi, je veux bien répondre puisque je travaille beaucoup sur la question de l'impact techno dans le domaine social et éthique. Et pour ma part, je trouve qu'on est encore très immature sur ces gens. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vois. Moins sur la dimension recherche en prospective ou recherche sur l'évolution des technos et les incidences en termes éthiques, qu'au niveau de la mise en œuvre, je pense qu'il n'y a pas assez encore de réflexion. Alors c'est vrai qu'il y a avec le transhumanisme, etc., on commence à voir les impacts de l'intelligence artificielle, un certain nombre de sujets émergés en éthique, mais avec les good in tech, par exemple, qui est aussi un champ qui est en train de pousser sur la responsabilité. Il y a beaucoup de choses. Alors ça,
Je trouve sur les signaux faibles, on voit des choses, par exemple sur l'intelligence artificielle responsable, hein, mais c'est très poussé par certains chercheurs. Et pour moi, de mon point de vue, ce que je vois au niveau des décideurs, c'est encore très peu, je trouve, appréhendé au niveau des organisations privées comme publiques. Voilà. Ma question passera à la trappe. Quelqu'un d'autre a-t-il une question? Monsieur est là. Ce sera la question de la fin. Alors c'est une question un peu provocatrice, philosophique. Allons-y, on passe après. Est-ce qu'il n'y a de prospective que du passé, au sujet du passé, parce que moi, la coïncidence que je vois, vous parlez de Gaston Berger, 1950, c'est en même temps, c'est Braudel. Donc, c'est au moment en histoire, on crée des catégories sur la longue durée, 3 échelles, d'une part. Et puis, vous avez dit que c'était la planification. On planifie aussi pour le futur. Donc, c'est 5 ans. Et là, ça relève plutôt de l'aide à la décision. Alors, qui veut être scientifisée, ça depuis le XVIIIe siècle, depuis les sciences de gouvernement, sciences camérales, etc., allemandes, etc. On veut créer des supports à l'aide à la décision, mais si on veut parler vraiment de science, vraiment, est-ce qu'il y a de méthodes prospectivistes que concernant le passé? Voilà. Vous posez la question de la méthode. Oui. C'est bien, il est temps. Je crois que... D'accord. Bon, c'est pas très motivant comme question, apparemment. C'est très compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous le tournez en rond. Encore une fois, il reste 2 minutes, donc on va faire très court. Vous parlez de la planification. C'est pas un outil de planification, hein, donc on n'a pas dit ça. Donc vous parliez de business plan, c'est pas un business plan, hein, la prospective. Hein, donc par contre, effectivement, les scénarios prospectifs qui peuvent être mis en place, donc avec des variations très différentes dans les scénarios, ne sont que des éléments qui sont proposés et sur lesquels les gens, en fonction de leur entreprise, en fonction de est-ce que c'est un organisme étatique ou vont prendre des actions et vont dire nous légitimement par rapport à ce qui a été étudié, nous pensons que ce scénario est plus là. Donc il y a effectivement un peu ensuite c'est les choix qui sont faits des individus qui utilisent ces scénarios qui vont faire varier le futur. Mais voilà. Donc ce sont des possibilités qui sont offertes en fonction d'une analyse qui a été faite avant. Merci. Est-ce qu'on veut dire un mot de la fin, mesdames? Voilà. Oui, je voulais dire que pour moi, la prospective, c'est avant tout une question d'état d'esprit. Hein. C'est d'ailleurs, et c'est être curieux, c'est aussi se libérer, essayer de sortir des mécanismes d'instrumentalisation ou et c'est essayer de penser librement en mettant l'homme au cœur de la problématique. Donc je crois que la prospective, en tout cas telle elle a été pensée et telle que moi je la pratique, c'est vraiment de mettre l'humain au cœur des choses. Libérez votre esprit. Madame Taillandier, un mot de la fin. Oui, c'est difficile d'avoir un mot de la fin juste après ça, mais vous parliez de Braudel tout à l'heure je pense que pour les sciences sociales, la prospective, c'est aussi un objet d'étude fascinant qui fait partie de l'histoire des sciences sociales et qui est un espace dans lequel on peut étudier des luttes idéologiques et des questions politiques qui se posent à un certain moment avec une acuité particulière. Voilà. Bien, j'espère que vous aurez appris des choses. Moi, je pense que c'est un sujet qu'il faut que je creuse, parce que du coup, je me rends compte que je ne comprends rien du tout. Mais ça arrive à des gens bien, hein, paraît-il, de ne pas comprendre. Bien, le festival se poursuit. Je remercie Thibaut Renard qui a aidé à préparer l'émission. C'est grâce à lui qu'on est là. Merci à l'équipe technique. Hein, ils sont en jaune, c'est très bien. Bonne fin de journée. Restez sceptiques, faites attention à ce que vous croyez. Et vive l'avenir et libérez votre esprit.